Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Autrement. Ce soir, on parle de cosmétiques. Soigner sa peau, ses cheveux, cacher ses cernes, embellir son visage. La tendance n'est pas nouvelle. Certaines pratiques sont même ancestrales. Et justement, n'est-il pas temps de revenir au naturel ? Moins de déchets, moins de produits industriels, plus de sens peut-être. C'est leur combat à toutes les quatre. Mes quatre invités ce soir, des Bruxelloises qui se sont lancées de leur manière dans des cosmétiques autrement. On vous parle donc d'esthétisme et de soins aussi dans ce nouveau numéro d'Autrement. Bonsoir Camille de Wessler, vous êtes la créatrice d'Apislo, ce sont les produits que vous avez devant vous. Expliquez-nous. Ouais, bonsoir Cyprien. En effet, donc j'ai lancé Apislo tout récemment, en mai 2020. Et donc, avant, j'étais avocate en droit des affaires. Et puis, j'ai eu un projet j'avais envie de changer de vie. Voilà. Et je m'intéressais de plus en plus à la cosmétique. Et je me suis rendu compte, à la cosmétique naturelle, donc évidemment. Et je me suis rendu compte que souvent, les matières premières venaient de très loin, d'Asie, d'Amérique du Sud, etc. Et qu'on n'avait pas vraiment de vue, en fait, sur la traçabilité de ces produits. Et donc, l'idée de la marque, c'est de proposer uniquement des produits bruts. Donc, on a des huiles végétales, des hydrolats, des huiles essentielles qui viennent tous directement de producteurs, de productrices français et belges. Donc, on est dans du circuit court et dans du local. Et on aura l'occasion de le réexpliquer. Eva Jacobs, bonsoir. Vous êtes la créatrice d'Indigène, une marque qui commence à être connue, même à Bruxelles. Vous êtes vendue dans beaucoup de points de vente maintenant. Indigène, c'est un label aussi, un slow cosmétique et un label artisan. Comment c'est né ce projet ? Bonsoir Cyprien. Alors Indigène a été créé en 2016. J'ai une formation en sciences biomédicales, orientation de toxicologie et mon conjoint est pharmacien. Et on a voulu proposer des alternatives aux cosmétiques conventionnels, des alternatives qui sont beaucoup plus respectueuses du corps et de l'environnement, qui sont aussi locales et durables et qui sont simples et transparentes. L'idée n'est pas de rentrer dans des compositions très compliquées, on veut rester dans de l'efficace, mais du fonctionnel aussi, pour se chouchouter dans la salle de bain. Parce que c'est ce qu'on a besoin quand même de temps en temps. On peut faire utiliser moins de produits. Ça fait partie aussi de vos combats, je crois, mais parfois il en faut. Tamara Salawa, bonsoir. Vous êtes la créatrice d'Afrocare. Ce sont des soins naturels, mais pensés pour les cheveux, un peu les cheveux des personnes comme vous, avec des cheveux crépus, des cheveux de la communauté afrodescendante ou communauté métissée qu'on retrouve aussi, évidemment, chez nos amis et amis bruxellois et bruxelloises. Oui, bonsoir Cyprien. En effet, donc, c'est une gamme de cosmétiques 100% naturelle. Et donc, c'est vraiment, cette gamme est sortie vraiment d'une expérience personnelle, justement, où j'ai fait ce constat qu'il n'y avait vraiment pas de produits sur le marché, en tout cas belge, adaptés à mon type de cheveux. Et donc, du coup, cheveux frisés à crépus. Et donc, vraiment, ça a été une recherche, en fait, personnelle d'abord, et de voir, en fait, que ça pouvait aider autour de moi des personnes qui avaient ce même questionnement. Voilà, donc Vous vous êtes lancé. On s'est lancé, voilà. Rachel Di Pinto, bonsoir. Rachel Essentiel, c'est comme ça qu'on vous connaît sur les réseaux sociaux. Vous avez des milliers de followers, des dizaines de milliers de followers. Non mais c'est vrai, hein, ça explose aussi. Okay. Vous êtes aromathérapeute, herboriste et esthéticienne à la base et vous proposez des formations en soins naturels. Expliquez-nous comment c'est né. Est-ce que ça a été aussi une transition ou c'était direct dans votre pratique ? Oui. Donc à la base, donc, il y a quelques années, il y a 13 ans, je suis sortie de l'école d'esthétique. Donc j'étais esthéticienne, classique, dans les instituts de beauté classiques. Et très vite, le plaisir de prendre soin des gens était là, mais d'une manière que j'avais envie d'aller plus loin. Parce que dans l'esthétique classique, on s'arrête vite à ce qu'on voit. Et on ne regarde pas vraiment ce qu'il y a dans les produits. C'est très protocolaire. Ce que ça fait à l'intérieur et là derrière. Ce que ça fait à l'intérieur, c'est très protocolaire. Enfin, il manquait quelque chose. Et puis après, j'ai fait plein d'allergies, je ne comprenais pas pourquoi. Donc après, j'ai été travailler en parapharmacie parce que je pensais que c'était plus naturel. J'étais conseillère en produits de beauté et puis c'est là que j'ai découvert le monde des huiles essentielles, des huiles végétales, des beurres végétaux, des plantes. Et je décide de me former en effet en herboristerie, en aromathérapie. Et c'est ainsi que j'ai lié les deux. Je me suis dit, l'esthétique, c'est toujours ma passion. J'ai guéri complètement de mes eczémas. Donc ça, c'était chouette. J'étais un peu mon propre Kobe. C'est la preuve que ça marche, ouais. Ouais, avant de le consulter
conseiller aux autres. Et puis maintenant, aujourd'hui, je lis les deux. Donc effectivement, j'ai un cabinet à Bruxelles où je fais des soins sur mesure et je forme pour partager les valeurs de la slow cosmétique à tout le monde. Alors évidemment, on est masqué, vous le voyez, on est en temps de pandémie. C'est pas évident hein, pour des métiers de contact comme les vôtres de recevoir. Pareil pour vous, Tamara Salawa, vous faisiez aussi des formations chez des personnes, vous faisiez des soins chez des personnes. C'est plus possible, mais vous pouvez toujours conseiller et expliquer, par exemple. C'est ce qu'on a fait ensemble hier en préparant une petite vidéo pour préparer cette émission. Je vous propose de la regarder. Le gros challenge, c'est d'apprécier ses cheveux au naturel, comme ils sont. Et de se dire qu'on peut les soigner et avoir aussi des beaux cheveux et des longs cheveux. Je divise en 4. J'utilise donc pour hydrater le spray démêlant. Je commence toujours des pointes. Et puis je remonte sur les longueurs. Et puis à ça, je vais venir ajouter la crème hydratante. Et ensuite, je peux prendre un gros peigne. Et je vais commencer aussi du bas et en remontant. Après, pour sceller l'hydratation, je peux rajouter aussi un peu d'huile, qui est le sérum Active Pousse, que j'utilise pour aussi stimuler le cuir chevelu. On grandit en fait avec l'idée que nos cheveux sont pas beaux, que nos cheveux, il faut les cacher ou il faut les lisser pour qu'ils soient beaux et qu'ils soient faciles à manier. Et en fait, c'est vraiment à 25 ans que je me suis coupé les cheveux, donc pour vraiment recommencer avec ma pousse naturelle, et que j'ai réalisé en fait que j'avais des cheveux que je ne connaissais pas du tout, donc c'était vraiment une expérience, un vrai combat, une aventure que je commençais, parce qu'en fait on m'avait toujours dit que c'était pas possible d'avoir des cheveux longs, que en fait les cheveux naturels n'étaient pas beaux et n'étaient pas faciles à soigner. C'est une injonction faite au corps des femmes noires, afrodescendantes, ce défrisage des cheveux, vous le sentez dans la communauté? C'est compliqué de sortir avec des cheveux naturels en fait? Exactement, parce que très jeune, en fait, on nous met dans la tête que ces cheveux ne sont pas beaux. Et dans ce qu'on observe autour de nous, que ce soit dans les médias, dans les films, tout ce qui est représentation de la femme, elle est très peu avec ses cheveux naturels. Même si elle est afrodescendante, elle sera représentée avec des cheveux de type caucasien. Donc vraiment, dans la tête, je pense, de la jeune fille, c'est une référence qui n'est pas liée à la beauté. C'est ça. Vous-même, vous dites que vous avez découvert vos cheveux à 25 ans. Ouais. Vous m'expliquiez aussi que c'est le film Kirikou, par exemple, qui vous a marqué dans votre enfance. Expliquez-nous. Ouais. Je l'ai vu, j'ai trois petites filles, et je l'ai vu récemment avec elles, le dessin animé Kirikou. Et à un moment, je ne sais pas pour ceux qui l'ont vu, mais il y a Karaba la sorcière qui est avec Kirikou. Et Kirikou met sa tête sur ses cheveux. Il lui dit « Oh, mais qu'est-ce que tes cheveux sont doux !» Et je me rappelle que enfant, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, c'est rêche. Parce que ma vision des cheveux... Parce que quand on défrise, les cheveux deviennent rêches, c'est ça? Même pas quand on défrise, mais aussi si on a des cheveux frisés naturels, sans être soignés et hydratés, ils ont cet aspect rêche et cette texture rêche. Mais aujourd'hui, même mes enfants ont ce sentiment et cette appréciation que leurs cheveux sont doux. Et donc c'est vraiment, moi-même en tant que mère, je réapprends avec elles parce que avec elle, j'ai commencé dès le départ le processus et la transmission du fait de soigner ses cheveux naturels, d'avoir des bonnes habitudes, des bons produits. Et aussi des produits naturels fait que c'est beaucoup plus effectif en fait, sur le cheveu. On voit le résultat quasi instantanément sur le cheveu. Rachel, vous avez aussi des cheveux frisés, vous? C'est quoi il y a un autre type de cheveux, mais c'est quoi vos techniques pour entretenir votre chevelure? En tout cas, ça me parle beaucoup, ce que tu dis, ça me parle énormément parce que depuis toute petite, j'ai eu aussi pas l'habitude d'accepter mes cheveux. Donc moi, mon papa, il était moitié congolais, moitié hongrois, ma mère italienne. Et du coup, ma petite maman était un peu perdue avec ses cheveux. Et donc du coup, moi, je les ai lissés tout le temps.
vraiment jusque mes 25-27 ans et j'en ai perdu énormément. Et donc, j'ai le cheveu fin de ma mère et j'ai le cheveu un peu frisé de mes origines. Donc, du coup, j'étais ni chez les cheveux afro, ni chez les autres cheveux plus type caucasien. Et donc, du coup, j'ai dû vraiment, effectivement, trouver ma routine capillaire. Et aujourd'hui, j'ai enfin trouvé avec des produits bruts, des matières nobles, dont du gel d'aloe vera, des shampoings très doux, donc des shampoings solides. Donc, j'ai su retrouver une routine, mais adaptée à mon type de cheveux, parce que je suis vraiment entre les deux, finalement. Eva, on vous regarde quand on parle de shampoing solide, parce que c'est ce que vous produisez, notamment des shampoings solides chez Indigène. Alors, vous êtes un peu la scientifique ici autour de la table. Formé dans les laboratoires. Vous vous êtes lancé avec votre compagnon. Ça veut aussi dire que les hommes ont leur place dans les cosmétiques? Oui, complètement. Les hommes se lavent tout autant que les femmes, donc il n'y a pas de raison. Normalement, j'espère, mais non, tout à fait, ils ont leur place et ils peuvent avoir un avis sur la question. Mon conjoint est pharmacien, il est tout à fait dans le domaine et il m'aide dans l'aspect réglementaire qui est très très précis en cosmétique. On le voit sur ces images, on était venu vous rendre visite dans votre laboratoire. Comment on traite des produits comme ça? Allez, est-ce qu'on joue avec de l'acide? Est-ce qu'il y a des dangers? À quoi vous devez faire attention? Il y a des dangers, il y a une réglementation qui est très précise. On doit se fier à certaines normes ISO pour le laboratoire de production. On doit avoir une traçabilité des matières premières. Dans du savon, il y a de la soude caustique. Il faut prendre des précautions quand on l'utilise. Au final, on ressort des produits qui sont très sains pour le corps, très sains pour l'environnement. Mais effectivement, il y a des précautions à prendre, comme pour les huiles essentielles, par exemple. Tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon à tous les moments d'une vie, spécifiquement pour les femmes enceintes et les enfants. Voilà, il y a des précautions à prendre. Même dans le naturel, il faut faire attention, et c'est ce que vous me disiez en préparant cette émission. Lorsqu'on décide de faire soi-même ces produits, il faut rester très vigilant, Rachel. Oui, tout à fait. Et je te rejoins vraiment, parce que quand, par exemple, on crée ces cosmétiques soi-même, on joue avec la matière première, le côté brut, et parfois on a tendance, c'est naturel, alors... J'en mets, je surdose, c'est naturel, oui, c'est naturel, ça sent bon. Et puis finalement, on peut créer des irritations. Effectivement, il faut respecter les doses. Et c'est ce que j'explique justement dans les formations pour que tout le monde puisse faire dans ses cosmétiques. Vos pages Rachel Essentiel, c'est sur Instagram. Vous êtes une des ambassadrices de la Slow Cosmétique ici à Bruxelles. On vous retrouve aussi dans ce magazine. Camille, comment vous faites justement pour respecter ces doses? Vous, ancienne avocate des affaires, vous décidez de vous lancer là-dedans. Comment on se forme à ces techniques particulières, à la fois ancestrales, à la fois nouvelles? Comment on fait ça? Il y a des formations qui sont disponibles en Belgique en présentiel avant le coronavirus et maintenant en ligne à l'aromathérapie. Il y a énormément de livres aussi qui ont été écrits par des pharmaciens, notamment sur le sujet. Vos produits, les huiles essentielles qu'on voit là-devant, vous allez les chercher directement chez le producteur. Ça fait partie de la démarche de votre marque Happy Slow. Comment ça se passe? On va voir des images. Lorsque vous vous rendez chez vos producteurs, vous allez dans le sud de la France. Ils sont où les producteurs d'huiles essentielles? Il y en a partout en France, dans différentes régions. Il y a évidemment pas mal d'huiles essentielles qui sont en effet produites plutôt dans le sud. On a besoin de plus de soleil. C'est le cas notamment pour la lavande. Mais j'ai aussi des huiles essentielles qui viennent plus du nord, comme la camomille, comme l'amande poivrée. Donc on en trouve à différents endroits de France. Et l'idée, c'est que vous alliez à la rencontre des producteurs directement pour qu'il y ait moins d'intermédiaires. Comment c'est pris de la part des producteurs? C'est quelque chose qu'on retrouve, c'est une nouvelle tendance aussi, de plus en plus. Est-ce que ça marche encore, les productions naturelles d'huiles essentielles? Oui, ça, je pense qu'il y a vraiment une augmentation de la demande ces dernières années. Il y a d'ailleurs un des producteurs avec lequel je travaillais pour l'huile de cerise, qui maintenant est vraiment en rupture de stock, tellement, il me disait, les 2 dernières années, la demande a énormément augmenté. Également de la part de marques déjà existantes qui essayent de revoir leur formulation avec des produits plus locaux et plus clean que ce qu'ils avaient l'habitude d'utiliser dans le passé. Après, moi, quand j'ai débarqué à la base chez les producteurs, Happy Slow, évidemment, n'existait pas encore. C'était toujours un projet.
Et ça, je dois dire que j'ai vraiment été hyper bien reçue parce que j'ai vraiment fait un tour de France où j'avais juste contacté comme ça des agriculteurs pour demander s'ils seraient intéressés de me vendre quelques litres pour démarrer. Et ils sont évidemment hyper ouverts à la démarche et contents de voir aussi ce qu'on peut faire au final du produit qu'eux créent depuis les champs, quoi. Rachel Di Pinto, je reviens vers vous. Vous faites donc des vidéos tutoriels. Vous aussi, hein, Camille, on peut retrouver vos différentes vidéos sur chacun vos sites, vos réseaux sociaux. Rachel, j'ai été repiquer un petit extrait où vous parlez notamment de l'huile de coco que vous avez d'ailleurs devant vous, qui peut être bénéfique pour le corps, mais aussi pour la bouche. Regardez. Le oil pulling est un bain de bouche avec de l'huile de coco inspirée de la médecine ayurvédique indienne. Sachez que quotidiennement, ils utilisent plus ou moins l'équivalent d'une petite cuillère à soupe d'huile de coco en bain de bouche. Donc, le but, c'est de le faire à jeun et de le délayer dans la bouche. C'est parti. Voilà, j'ai rincé et je viens de brosser mes dents. Cette technique en fait permet d'avoir une haleine fraîche, de conserver une bonne hygiène buccale grâce aux effets antibactériens de l'huile de coco et aussi de préserver les dents blanches et bien brillantes. En 10 jours seulement, vous voyez déjà un peu la différence. Voilà par exemple une technique. Alors comme on le disait, ça veut pas dire, ça ne remplace pas le dentifrice. Hein. Non. En fait, j'expliquais vraiment de manière slow cosmétique comment prendre soin de ses dents, de son hygiène. C'est vraiment pas du tout pour laver. Hein. C'est juste pour prendre soin. C'est un petit truc en plus qu'on peut faire de temps en temps. Voilà, autant le savoir, l'huile de coco, on en a parfois chez soi pour cuisiner, pour se laver, autant pouvoir l'utiliser à bon escient. Oui. Eva, je viens vers vous. On parlait justement de dentifrice ou de déodorant peut-être. Quels sont les produits qui sont difficiles à faire en naturel, en slow, en respectant des bonnes bases aussi pour que ce soit des produits qui soient efficaces pour laver les dents? Typiquement, ces deux-là, le dentifrice, parce qu'on peut avoir des problèmes d'abrasivité. Il faut faire très attention dans les matières qui sont utilisées. Et le déodorant, parce que si on finit par ne pas sentir très bon en fin de journée, les clients ne seront pas très contents. Donc il faut trouver des alternatives. Alors le bicarbonate existe, il entraîne quand même pas mal d'irritation à terme, en tout cas pas forcément au début, mais après quelques mois d'utilisation. Donc il faut trouver des matières premières qui peuvent remplacer justement celles-là et qui restent au final efficaces. Il faut avoir un suivi en fait de ce qu'on fait. Il faut se faire suivre peut-être par des gens comme vous, Rachel, par d'autres, poser la question à ces médecins. C'est important de ne pas rentrer dans ces produits naturels tout seul, sans se poser de questions. C'est ça que vous voulez dire? Et puis, comme tu disais Camille, il y a des bons guides et plein de livres aussi. Après, il faut faire attention, on trouve un peu de tout et n'importe quoi. Mais comment ne pas tomber dans le n'importe quoi, justement? Tant au niveau des livres qu'au niveau des sites internet, des blogs, des comptes Instagram qu'on peut suivre. Ce qui est important à la base, c'est de suivre et de lire les livres des bonnes personnes et s'assurer qu'il y a quand même une recherche sérieuse. Et de croiser les sources. Et des sources scientifiques derrière, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve un peu de tout et n'importe quoi sur le sujet. Ouais, et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment suivi ce que j'appelle un de mes mentors, c'était Julien Québec, le fondateur de la Slow Cosmétique. Et c'est vraiment lui, il y a quelques années, j'ai ouvert son premier livre, je les ai tous dévorés, j'ai fait des formations en plus, et c'est ainsi que j'ai bien senti que j'étais sur une bonne base et de pouvoir continuer à travailler avec les valeurs de la slow cosmétique. Et ça, on est vraiment sûr d'avoir une belle base en tout cas. Voilà, Julien Québec, une des références en slow cosmétique, il est bruxellois d'ailleurs, il est sur plein de télés françaises, il s'est vraiment investi dans ce projet, mais il vient de Bruxelles, donc on peut le noter ici dans cette émission. Il y a d'autres magasins aussi, peut-être Make Sense que vous connaissez, qui pratiquent la slow cosmétique ici à Bruxelles. C'est important de les citer, il y a d'autres marques qui naissent, qui se développent, on sent quand même qu'il y a une envie. Mais justement, Tamara, quand vous parlez de transition capillaire, de votre histoire personnelle. Quand est-ce que ça devient une réalité? Quand est-ce que ça devient des produits que vous avez devant vous? Là, expliquez-nous quelles ont été les démarches. Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il faut passer des contrôles?
Exactement, en fait, on se rend compte que faire ces cosmétiques, comme disait Rachel, à la maison, c'est autre chose que de les mettre à disposition des autres, parce que bon, il y a peut-être des intolérances qu'on n'a pas et que d'autres peuvent avoir. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où, on va dire, la demande par rapport aux produits s'est fait plus grande, c'est-à-dire que pendant les workshops, on me demandait exactement ce que je mettais dans les cheveux, c'est là que s'est posée la question du comment faire pour être... Pour devenir une mini-industrie, en fait. Voilà, pour être aligné aussi aux règles de la cosmétique. Donc, en effet, ici, il y a le SPF Santé qui aide aussi à ce niveau-là pour vraiment répertorier. Donc, il y a des règles qui existent, Eva, vous devez suivre un canevas, en fait. Exactement. Oui, on doit se notifier sur un portail européen, on doit avoir un laboratoire aux normes, c'est la norme ISO 22716 pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Il y a des dossiers information de produits qui doivent être validés par des médecins, pharmaciens, toxicologues. Il y a toute une série de procédures à mettre en place avant de pouvoir mettre les produits sur le marché. Si vous ne le faites pas, il peut y avoir des contrôles contrôle égal. C'est important parce qu'on joue avec la santé du consommateur derrière, donc on ne peut pas se permettre de faire des surdosages en huile essentielle ou ce genre de choses. Il faut prendre les précautions en tant que fabricant pour que tout soit fait correctement. Une autre question, si on va maintenant sur cette tendance, cette mode, est-ce que vous voyez ça comme une mode qui va passer ? On sait aussi que les grosses marques se réapproprient un peu cette mode, Camille. Ça veut dire que maintenant, des grosses marques, je ne vais pas les citer, mais vont créer aussi des shampoings secs. Mais est-ce qu'ils sont vraiment aussi naturels ? C'est ça la question. Oui, il y a notamment des marques assez connues vendues en grande surface elles sont plusieurs à avoir lancé des shampoings solides. Je ne sais pas si Eva, tu as regardé leur composition. J'ai regardé la composition de certains. Et c'est là, évidemment, que je pense que c'est la même chose, en fait, au niveau cosmétique, alimentaire. Il faut avoir une démarche active, en fait, avant d'acheter un produit et apprendre à lire la base des étiquettes, en fait, des produits qu'on achète. Parce que là, si on regarde, par exemple, la composition de certains shampoings solides, on se rendra compte qu'il y a quand même des tensioactifs irritants dedans, que les huiles végétales qui sont utilisées ne sont pas des huiles végétales brutes de première pression à froid, donc de qualité, comme ici, mais des huiles hydrogénées ou des huiles minérales issues du pétrole. Donc, qui ont toujours l'odeur, mais rien d'autre, quoi. Et alors, ils vont rajouter du parfum pour donner une bonne odeur au produit. Et donc, finalement, ils vont surfer sur cette tendance, oui, par exemple, d'avoir plus de cosmétiques solides, ce qui est positif par rapport notamment à une démarche plus zéro déchet. Mais au niveau de la composition du produit, en fait, on est toujours dans la même chose que les cosmétiques conventionnels. Donc le greenwashing, ça se passe aussi dans les cosmétiques. C'est à ça que vous devez veiller aussi, Eva. Et c'est pour ça qu'on doit suivre des marques comme vous. Peut-être comment on peut vous faire confiance à vous de ne pas tomber là-dedans, par exemple. Je pense qu'il faut aller vers des marques qui sont plus artisanales et qui réfléchissent au niveau local aussi. Comme vous êtes labellisé, vous avez d'ailleurs reçu un prix en tant qu'artisane bruxelloise. On a le label artisan du SPF Économie et qui met en avant vraiment des entreprises qui travaillent manuellement, qui ne rémunèrent pas forcément leurs actionnaires, des dizaines de centaines de bref. Il y a un label Slow Cosmétique aussi. Oui, ça que c'est vous avez encore pu différent. acquérir aussi. Oui, c'est l'Europe, ça Non, c'est Julien Québec qui a lancé cette mention. C'est une mention qui est remise aux marques qui ont une cosmétique qui est saine, intelligente, raisonnable et il y en a un quatrième. Oui, mais écologique. Oui, on ira voir sur le site de Julien Québec. Voilà. C'est vraiment chouette de voir à quel point c'est chouette, mais c'est important. Parce qu'une des ambassadrices de la Slow Cosmétique et de toutes ces listes, c'est repris sur le site Slow Cosmétique, sur le site de Julien Québec. Il y a les différents artisans qui sont repris là-dedans. Rachel, vous êtes aussi sur Instagram, je le disais, on va peut-être voir quelques images de votre Instagram si on les trouve en régie. Voilà, c'est vous, on voit plein de tutos. Vous nous racontez aussi votre quotidien cosmétique, vos nouvelles trouvailles, tout ce que vous avez. Vous allez aussi, Rachel, c'est pour ça que je m'adresse à vous, sortir un livre dans une semaine. Dites-nous en plus. Justement, ce livre sort dans une collection dirigée par Julien Québec, Moins mais mieux.
Et donc, du coup, moi, j'ai écrit Moins mais mieux avec la Slow Cosmétique. Il est là. C'est très émouvant de voir ça. Parce que ça a mis vraiment... En fait, ça a mis du temps pour l'écrire. Mais ce qu'il y a aussi, c'est les échanges aussi avec la maison d'édition pour les corrections, pour voir si on a bien compris l'idée. C'était vraiment chouette. Et on parle vraiment... je donne toutes des recettes naturelles sur la Slow Cosmétique. Comment prendre soin de sa peau de manière peut-être plus simple, mais tout aussi efficace. Et alors, on vous explique aussi de quelle manière, comment être guidé dans la cosmétique naturelle. C'est un beau guide pour utiliser des bons produits dès le début. Et pour faire correctement. On en a parlé pendant cette émission. C'est déjà la fin, malheureusement. Il y a encore plein de trucs à dire. Mais pour vous renseigner, vous allez sur les sites de chacun des projets, de chacune des invités ici. Vous allez bientôt sortir un nouveau produit chez Indigène, un déodorant, justement, on en parlait. Ça fait des mois qu'on travaille dessus. Ce sera un déodorant sans bicarbonate de soude, sans huile essentielle, adapté à tout le monde. Sans trop d'irritation, donc a priori. Et ça se retrouvera dans le commerce bientôt. Happy Slow, ça se retrouve aussi sur votre site internet, dans des commerces, peut-être un jour. Peut-être un jour. On verra. Pour le moment, oui, c'est uniquement en ligne. Allez, on y croit. Et oui, on vous voit aussi sur Instagram. Vous êtes à suivre sur le compte Happy Slow, comme ça, je crois. Happy Slow by Camille. Ouais. By Camille, voilà. Et puis Afrocare aussi, sur Instagram, sur Internet et dans certains points de vente, dans des pharmacies à Bruxelles. Et avant cette période Covid, chez les professionnels de la coiffure. Voilà. Mais bon, voilà. Pour cette année, on prévoit aussi des tutos en ligne pour pouvoir aider et assister les personnes justement au quotidien pour soigner leurs cheveux de manière simple et efficace. Voilà, ça se passe en ligne évidemment vu le confinement. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Autrement.